Je l'aime ce code-là. Yeah! Je l'aime ce code-là! Salut gang! Cette semaine, mon invité, c'est Jean-Philippe Dion. Si Jean-Philippe a accepté de venir à mon podcast, c'est soit parce que je suis son podcast favori, soit parce qu'il m'a jamais écouté. Donc pour vrai, l'heure que j'ai passée avec Jean-Philippe, je l'ai adoré. J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé Jean-Philippe intelligent, pertinent et drôle. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez plutôt en corrichon français cet entretien entre lui et moi. Je sais pas pourquoi, je mets mes mains comme ça. Il est trop tard, je peux pas revenir en arrière. « Oh mais Thomas, tu préfères du montage! » Yo, règle tes affaires, je vais régler les miennes. Bref! Je suis extrêmement heureux que Jean-Philippe Dion soit passé au podcast parce que je considère que La Vraie Nature et mon podcast, c'est pas mal la même affaire. Mis à part que moi, il n'y a pas de chaloupe. Mis à part que moi, on est juste deux, on n'est pas quatre. Mis à part que lui, il est bien habillé. Mis à part que lui, il est beau comme un rêve. Mis à part ça, son émission et mon émission sont pas mal pareilles. Truc que j'ai envie de mentionner juste avant de commencer le podcast. J'adore l'émission La Vraie Nature de Jean-Philippe Dion. J'adore Jean-Philippe Dion, toutes ses entrevues. Je trouve qu'il fait des bonnes entrevues. Je trouve qu'il fait des entrevues de fond, des entrevues pertinentes. Et ça, il y en a de moins en moins à la télévision, malheureusement. Il y a de moins en moins d'entrevues longues, en profondeur. Et je trouve que ça a un lien indirect avec les émissions de variété. Je crois qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'entrevues en profondeur, comme il y avait quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, ça fait que les émissions de variété se sentent obligées de faire des entrevues de fond et c'est pas leur rôle. C'est un peu étrange quand je vois une émission où ils sont dans une piscine à vagues et là, soudainement, ils ont du fun, ils niaisent, ils font « Yo, c'est quoi ta couleur favorite? Wouh, le bleu, yeah! » Et là, soudainement, l'animateur ou l'animatrice fait « Alors, semblerait que tu as dit aux 7 jours que tu fais de l'anxiété de performance. » Et là, l'artiste est juste comme ça, de « Ouais, je suis pas super willing de parler de mon anxiété de performance dans une piscine à vagues. » Et personne n'est gagnant. Alors, à mon avis, s'il y avait plus d'émissions, d'entrevues de fond, les émissions de variété pourraient se permettre d'être un peu plus niaiseuses, plus boblées. Et ça, je crois que c'est une bonne affaire. Je crois que c'est une bonne affaire de regarder une émission de variété juste pour s'amuser, faire « Ha ha » et écouter une émission d'entrevue de fond pour essayer d'apprendre qui est cet artiste, qui est cet individu. Alors, je trouve que si chacun joue bien son rôle, il n'y a pas de mélange des genres qui fait que personne n'y gagne. Alors voilà. Juste avant dernier truc, avant de partir mon podcast, moi, j'ai une soirée d'humour à tous les mercredis 20h au bar L'Hémisphère Gauche à Montréal, à 3 minutes du métro Beaubien. Une soirée d'humour, c'est moi qui fais du nouveau matériel avec 5 humoristes qui viennent peaufiner le matériel. S'il vous plaît, venez à ma soirée d'humour, c'est 10$. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ou vous présenter directement au bar. Il reste toujours de la place. Je suis pas les Backstreet Boys en 1997. Il n'y a pas des filles qui font en pensant à moi. Bonne affaire, parce que j'ai pas envie de gérer le problème moral, le dilemme moral de pourquoi tout mon public, c'est des filles de 13 ans qui découvrent leur sexualité, puis moi, comment je vis avec ça en tant qu'homme de 21 ans qui se fait manipuler par une compagnie de disques. J'ai pas ça. J'ai pas des millions de dollars, mais j'ai pas ça. Est-ce que je serais prêt à avoir des millions de dollars pour avoir ce conflit moral-là? Bien entendu. Donne-moi $1 million et la moralité prend le bord. J'ai aucune intégrité. Un peu, mais pas tant que ça. J'ai pas d'intégrité jusqu'à $1 million. À $1 million, l'intégrité. À 850 000 non plus. Pour vrai, à 1000$ non plus. Juste, donne-moi 20$ et j'ai pu dire mon intégrité. Bon, j'ai assez fait un fou de moi. Place à du matériel un peu plus relevé. Place à Jean-Philippe Dion. Bon podcast! Jean-Philippe Dion, extrêmement heureux que tu sois là. Merci. Ben, c'est le fun. Je pense que c'est mon premier podcast. Pour vrai? Ouais. Je suis très, très heureux qu'on vive ça ensemble. Oh! Yeah! C'est le fun. Un podcast, c'est cool. Vu que sur Internet, tu peux être vulgaire et dire des choses étranges. Ouais, OK. Commençons par le début. T'es né où puis en quelle année?
Je suis né à Saint-Alphonse-de-Granby, petit village des cantons de l'Est. Je te dirais un petit village un peu anonyme. Il n'y a pas grand-chose. Une station-service, la compagnie d'excavation de la famille, de ma famille, puis c'est ça, puis des fermes. Donc, vraiment un petit village dortoir. Et je suis né en 1983. C'est extrêmement plate, vivre là ou pas du tout? Un peu, quand même. Tu sais, je n'irais pas vivre là. Puis, tu sais, mon but serait d'envie de retourner vivre dans les cantons de l'Est, là, mais j'irais pas vivre là. Puis souvent, pour être chic, je dis que je viens de pas loin de Bromont. Parce que je trouve que Bromont, c'est comme plus cute. Tu sais, il y a comme une espèce de prestige. C'est ça, exactement. Alors que Saint-Alphonse, il se passe pas grand-chose. Mais tu sais, mais pour vrai, j'y retourne super souvent. Mes parents sont là. Mes parents sont nés dans le même village, sont allés au primaire ensemble, se sont donc rencontrés, sont tombés amoureux, se sont mariés. Ont eu des enfants, ils ont vécu là. Fait que c'est vraiment comme toute ma famille est là. Fait que c'est sûr que c'est un lieu bien important pour moi quand même. Est-ce que tu sais comment tes parents se sont rencontrés? Ben, je sais qu'au primaire, tu sais, déjà, oui, vraiment au primaire. T'sais, on dit les high school sweethearts, ouais. C'est particulier. Ouais, mais les primaires sweethearts, on est ailleurs. Là. Mais je pense que mon père devait être un peu un malcommode, là, tu sais, il devait être un peu comme un petit tabarouette, un peu rouquin qui en a dedans, là. Fait que, tu sais, je pense que ma mère, elle devait le trouver un peu fatigant, mais en même temps, le trouver bien cool parce que, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il faisait, mais tu sais, il devait faire plein de mauvais coups. Puis après ça, ben, mon père est allé au secondaire, mais pas trop longtemps. On est deux, qui est cool. Oui, c'est ça. Puis ma mère, elle, donc, a fait quand même un peu d'études. Donc, je pense qu'ils ont continué à se voir puis à se côtoyer parce que comme ils venaient du même village, il y avait le même cercle d'amis. Puis bon, ma mère se tenait avec les cousines de mon père. Fait que, tu sais, finalement, bon, tout le monde était ensemble. Puis finalement, ben, ils ont commencé à sortir ensemble puis à avoir 2 beaux enfants. Wow! Ouais. Et ta jeunesse, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Tu sais, moi, j'ai une jeunesse particulière parce que j'ai pas tant de souvenirs de moments le fun avec des amis. T'sais, j'avais des amis, en fait, qui sont encore présents dans ma vie. T'sais, comme quelques amis. J'ai une amie Maggie, j'avais les jumelles Viens, beaucoup des filles, puis qui étaient soit des amis que j'avais rencontrés, mettons, soit garderie primaire, ou qui étaient plus des enfants des amis de mes parents, dans le village, puis on se côtoyait. Après ça, au secondaire, j'ai eu d'autres amis, beaucoup encore là, des amis de filles, quelques amis de gars, mais très peu de gens venaient chez nous à la maison. T'sais, la fin de semaine, l'été. T'sais, moi, l'été, là, je pouvais être comme 2 mois à peu près sans voir mes amis. Ou en voir 1 ou 2, mais presque rien. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, en fait, soit que j'étais plus seul, parce que j'ai toujours été très solitaire, ou sinon, j'étais avec de la famille. T'sais, par exemple, l'été, c'était comme le chalet familial. Donc, les cousins, cousines qui étaient là. Je me tenais énormément avec ma grand-mère. Moi puis ma grand-mère, on était vraiment proche. Vraiment, je suis quelqu'un de très wild, comme tu vois. Fait que, tu sais, moi et ma grand-mère, puis en fait, c'est que j'ai toujours aimé avoir des discussions. Puis je pense, rétroactivement, que peut-être que j'arrivais pas à avoir le genre de discussion que j'avais envie d'avoir avec les gens de mon âge. Puis avec ma grand-mère, je pouvais avoir ces discussions-là, tu sais. Puis je me souviens, moi, j'arrivais de l'école, par exemple, j'allais chez ma grand-mère, puis au lieu de regarder, je sais pas, là, les bonhommes à télé ou peu importe, je regardais Claire Lamarche. Puis pendant les pauses, ma grand-mère et moi, on se faisait un petit thé, puis on discutait des sujets de Claire Lamarche, tu sais. Mais il y a plein d'affaires là-dedans. C'est très tendre. C'est très beau. Puis j'aimais ça, avoir ce genre d'échange-là avec elle, tu sais. Mais j'ai jamais été, je pense, un bon ami, puis je le suis pas encore aujourd'hui. Tu penses? Oui, vraiment, Okay. vraiment. Tu sais, mes amis, là, mon petit cercle d'amis, je ferais n'importe quoi pour eux. Mais ceux qui sont autour de ça, tu sais, en fait, c'est ça, peux l'ami. oublier des appeler, je peux ne pas leur parler, je peux, tu sais, j'ai de la difficulté à entretenir. En fait, c'est que j'ai de la difficulté à entretenir des relations. Superficiel. Juste pour entretenir des relations. T'sais. Moi, si je parle à quelqu'un d'envie, c'est parce que j'ai envie de lui parler, pas parce que j'ai un intérêt à lui parler. T'sais. C'est curieux parce que, je trouve ça fascinant parce que tu travailles beaucoup dans le végétariat. Ouais. Et l'idée, Ouais. c'est que pour être bon dans ce milieu-là, il faut être superficiel. Il faut Ouais. avoir des relations superficielles. Je trouve ça fascinant. Ben, je pense pas qu'il faut. Je suis pas d'accord avec ça parce que, je pense pas que parce que tu travailles dans le milieu artistique, il faut que tu sois nécessairement superficiel. Il y a du monde superficiel, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui ne le sont pas. Mais en même temps, moi, je me dis souvent que je suis pas nécessairement faite des fois pour ce milieu-là. Parce que, puis en même temps, ça contredit un peu ce que je suis en train de te dire, mais tu sais, moi, aller dans une première, puis juste faire du PR, puis aller serrer des mains, je vais aller voir les gens avec qui j'ai collaboré, je vais aller voir des artistes que j'ai reçus, je vais aller voir, tu sais, mais j'ai pas envie de juste faire du PR pour faire du PR. Fait que, tu sais,
c'est du PR, ce sont des relations superficielles. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est mais- pas du PR, c'est vraiment ouais. que. Moi, où je voulais en venir, c'est que ce que je trouve fascinant dans ton métier, c'est que dans tout ce que tu fais, Ouais. c'est que tu amènes de la profondeur dans ce milieu-là. Toutes les émissions sont profondes. Ouais. Je veux dire, La vraie nature, c'est profond. Avec c'est limité, c'est profond. Puis ça fait du bien. Ben, c'est que j'essaie d'enlever un peu, moi, les couches, justement, de superficialité dans ce qu'on fait. Tu sais, à un moment donné, on est capable d'avoir des rapports qui sont sincères avec les gens. Puis je trouve quand même que dans notre milieu, il y a beaucoup, quand même, de gens un peu fournis. Tu sais. Bien sûr. Des gens que, devant, à la télé... Tu sais, puis moi, là, ça me tue, là, regarder une émission avec quelqu'un qui va faire quelque chose, puis que tu sais que dans la vie, jamais il ferait ça. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis je comprends pas comment quelqu'un peut avoir un personnage à la télé puis un personnage dans la vie. T'sais. Puis moi, par exemple, à la vraie nature, ce que j'essaye de faire, c'est justement de me dire, cette personne-là que j'ai devant moi là, pendant 24 heures dans un chalet, ben moi, mon devoir en tant que producteur puis qu'animateur, c'est qu'en bout de ligne, dans l'émission puis dans le montage, ce soit cette personne-là que je présente, pas la personnalité que l'invité veut me présenter. Tu comprends? Oui. Fait que, tu sais, fait qu'à un moment donné, l'invité va me raconter des affaires, puis ça, je sais que ça fait partie du personnage. Fait que dans ma tête, c'est comme ça s'en va dans la bine corbeille, tu sais, ça s'en va comme dans la poubelle, puis on l'utilisera pas. Puis j'ai eu des invités qui m'ont texté après coup. Tu sais, je me souviens d'Isabelle Boulay, après La Vraie Nature, après la diffusion, elle m'a texté, puis elle m'a dit « Merci de m'avoir montré comme je suis vraiment. Tu sais. Puis je trouvais que c'est le plus beau commentaire. Parce que ça veut dire que moi, j'ai réussi à me faire une tête, à me faire une idée sur qui est cette personne-là. C'est qui vraiment Isabelle Boulay. Puis c'est ma perception à moi. Après ça, tu sais, ça se peut que ma perception soit fausse ou pas. Mais dans ce cas-ci, j'ose espérer qu'elle était vraie puis que j'ai présenté la bonne Isabelle. Aussi, moi, à mon avis, parce que je parle à des gens qui ont fait ton émission, je crois que ce qui est très, très unique à ton émission, qui est très... tout à ton honneur, c'est que tu respectes les artistes et l'art qu'ils font. Ce qui n'est pas le cas de bien des émissions avec les stars ou avec les artistes. Tu respectes beaucoup, beaucoup l'art. Mais tu sais, j'espère que... T'es un des seuls animateurs que je connais qui lit. Ce qui est très rare. Tu lis des livres, je veux dire, tu lis des romans, tu étais au courant. Mais ça me fait vraiment peur en ce moment où s'en va la télé parce que c'est sûr que si on regarde, là, par exemple, Netflix, tu sais, ce qui est à la mode, ce sont les fictions. Tu sais, c'est vraiment, on regarde les séries, documentaires. les documentaires, les fictions, effectivement, t'as raison. Donc, ces deux champs-là, c'est vraiment ce qui est populaire. Puis, tu sais, on se parle de ça, t'as-tu vu tel documentaire, t'as-tu vu telle série, bon, tout ça. Mais le variété est plus tant à la mode. Hein? Tu sais, Netflix l'a essayé, ça n'a pas tant fonctionné. C'est la télé-réalité. Ce C'est qui ça. manque, c'est The Circle. Ouais, exactement. Mais sauf que moi, tu sais, ce que je fais, c'est beaucoup du variété. Je fais du documentaire, là, tu sais, je fais du variété qui rencontre du documentaire, mais ça prend... C'est pas du variété pour intellectuel. Ben oui. Ben oui, c'est intellectuel. Si tu ouais. comprends pas le français, on peut pas écouter ton émission. Non, parce que ça parle beaucoup. Voilà. Oui, mais on est quand même à TVA, qui est un réseau grand public, un réseau populaire. C'est la preuve. Moi, t'es la preuve qu'on peut être intelligent en télévision. Puis, oui, mais t'es la preuve, je veux dire. Mais c'est vrai, t'es la preuve qu'on peut être intelligent en télévision, qu'on peut parler de trucs profonds. Non, mais il y a plein d'animateurs et d'animatrices qui sont brillants, mais on dirait qu'en ce moment, je sais pas si c'est ce que les gens veulent ou ce que les diffuseurs pensent que les gens veulent ou ce que les annonceurs veulent, je sais pas. Mais c'est comme s'ils veulent juste que ce soit dans du stun, dans de la farce, dans de la blague. Puis moi, ça me fait mal à ma télé parce que, tu sais, moi, là, je vais regarder tous les shows d'entrevues, les talk shows, les séries de grandes entrevues. Je vais tout regarder, mais je veux que ce soit pertinent. Je veux que ce soit intéressant. Tu peux avoir le plus bel enrobage, le plus beau décor, la plus belle mise en scène, les plus belles idées, mais il faut que l'entrevue soit intéressante, puis que ce soit profond, puis qu'on apprenne des choses, tu sais. Puis je trouve tellement qu'il y a plein d'animateurs qui ont bien plus de potentiel, puis d'intelligence, puis de connaissances que moi, mais parce qu'ils veulent faire une télé qui plaît, ils vont réduire le niveau de contenu pour être accessible, mais je trouve ça triste. On est à la même place. Ouais. Moi, des fois, quand je regarde la majorité des émissions d'entrevue, je sais pas où mettons, là, je me dis que ça fonctionne mes affaires, je sais pas où j'ai ma place. Ouais. Il y a certaines émissions où je me dis, je saurais pas quoi faire. Cette émission-là, c'est serait étrange. Ouais. Je suis d'accord. Je suis à la même place que toi. Penses-tu qu'on peut s'en sortir? Ben, tu sais, moi, je me dis que mon but, c'est moi de continuer à faire le genre d'émission. Parce que ça dans marche. lequel Un truc, je c'est que suis t'es bien. pas underground. Non, là. puis au contraire. Puis moi, je trouve que TVA a été très audacieux
en acceptant de présenter la vraie nature. T'sais, je pense qu'au début, un peu, c'était qu'ils savaient pas trop quoi faire avec moi. Puis quand j'ai proposé cette émission-là, ils ont fait oui, c'est beau, là, puis fais-en à 8, là, puis on va voir où on met ça dans la case. Puis là, ils ont vu le premier épisode, puis là, ils ont dit, peux-tu en faire 2 de plus? Peux-tu en faire 4 de plus? Puis finalement, cette saison-là, on en a fait genre 15, finalement. Mais tu sais, mais je pense qu'ils ont vu qu'on était capable d'avoir une profondeur, qu'on était capable d'être grand public, qu'on était capable d'être pertinent, mais d'avoir du fun. Puis tu sais, oui, on s'est ajusté. Oui, peut-être que la première saison, c'était juste trop deep. Mais tu sais, on a fait attention aussi pour rajouter des moments de bonheur. Puis en même temps, c'est correct, c'est pas de dénaturer. Ta 3e saison doit toujours être meilleure que la première, parce que tu t'améliores. Ben, je pense que oui. C'est l'objectif. Mais en même temps, l'émission, c'est vraiment basé sur ce que les invités sont puis ce qu'ils vont nous raconter. L'émission où l'invité y va moins, ben l'émission est moins bonne. Puis l'émission où l'invité y va plus, ben l'émission est meilleure. Puis, tu sais, on a bien beau dire que, par exemple, je reviens sur cette critique-là, que la vraie nature, c'était trop braillard puis qu'on pleurait trop. Mais les émissions qui performent le mieux sont souvent les émissions où ça déchire. T'sais. On est des latins. C'est ça. On a besoin d'émotions. Ben oui. Ouais, j'en parlais souvent à Catherine Levac qui vient d'Ontario, qui est très, très, très anglo-saxon, si on veut, même si elle parle français. Elle, c'est le premier clash qu'elle a vu au Québec. C'est donc important de savoir ce que je pense puis comment je me sens. On peut pas juste entendre mes blagues. Puis je disais, non, Catherine, on veut vraiment savoir tout. Puis elle a fait, ah, OK. Mais puis tu vois, je me rappelle Catherine à la vraie nature. Moi, c'est une fille que j'adore parce que je trouve qu'elle est brillante, cette fille-là. Je trouve qu'elle est chic. Je trouve qu'elle dégage quelque chose. Elle est élégante. Oui, exactement, d'élégant. Puis je trouve que c'est vraiment une fille brillante qui a tout compris, qui n'a pas besoin de se faire expliquer les affaires. Son humour, elle sait ce qu'elle fait, c'est parfait. En fait, pour la connaître, elle est extrêmement ouverte d'esprit. Elle a la pensée scientifique, je ne sais rien, j'ai des opinions, mais je suis ouvert à tout. Exact. Ce qui fait qu'à mon avis, elle va toujours être pertinente. Mais tu sais, je voyais, par exemple, à la vraie nature, pour une personne comme Catherine devenir, c'est sûr qu'il y a quelque chose où tu fais, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Je suis comme dans un chalet, assis sur une botte de foin, à jaser avec Dave Morissette, à raconter ma vie. Elle adore Dave Morissette. Non, mais c'est ça, mais il y a quand même quelque chose d'un peu comme incroyable dans tout ça. Mais c'est à force de ces invités-là, tu sais, qui après ma barre, n'étaient pas nécessairement les invités que tu dis, ils vont se raconter. C'est pas comme Isabelle Boulay où tu fais des émotions, je pense qu'il y en a 2-3. Exact. Quand tu écoutes chanter. Mais sauf que moi, ce que j'aime, c'est prendre une Catherine Levac puis dire, OK, je vais essayer de t'amener là jusqu'où je peux t'amener. Ça sera pas à la même place qu'Isabelle Boulay, ça sera pas à la même place que Dave Morissette, mais où ta place puis de le travailler ensemble. Moi, c'est ça que j'aime en télé, tu sais. C'est comme de faire du sur-mesure avec chaque personne. Dans ton émission, il y a de l'alcool et il y a du montage. Ouais. Est-ce que tu dois voilà les clés du succès. T'as tout compris. Non, mais tu écoutes, moi je pense que tu écoutes, ça marche parce qu'il n'y a pas de montage. C'est pour ça que le show à Main-Course fonctionne. Ton show aussi fonctionne, mais tout ça pour dire, t'as-tu des fois des agents qui t'appellent et qui font, bon, JP, mon artiste a fait ci, a fait ça, qu'est-ce que tu vas garder? Est-ce que tu dois gérer ça ou pas du tout? Mais tu sais, ce qui est drôle avec la vraie nature, c'est que c'est pas tant l'agent, mais c'est l'artiste souvent. Parce que, écoute, on a passé là, 30 heures ensemble. Fait qu'à un moment donné, on a appris à se connaître, puis les liens se sont quand même tissés. Fait que ça va arriver que je vais avoir un petit texto, un appel, un courriel d'un artiste qui va dire comme, hey, je suis pas vrai là au souper, j'ai raconté ça. Je pense que j'avais trop bu de vin, ou tu sais, je me suis laissé emporter, ou un invité a posé une question, puis je voulais pas nécessairement aller là, puis tu sais, jamais je vais essayer de dire non, je vais le mettre absolument, c'est très, très important, puis ça. Après ça, si je sens que c'est... On l'entend pas. Non, on l'entend pas, parfait, on l'entend pas. Mais il y a un camion de vidange. Mais sauf que, tu sais, si je sens que l'artiste, c'est juste que là, il a peur, je vais y en parler, on va le travailler ensemble, puis je vais essayer de comprendre vraiment la réflexion derrière cette crainte-là. Mais si je sens que ça va faire de la peine à son père, à sa mère, à son frère, à son chum, à sa blonde, je vais l'enlever. C'est parce que moi, là, j'aimerais pas ça aller dans une entrevue, raconter quelque chose par rapport à mes parents, puis aller souper dimanche soir avec un roast beef chez mes parents, puis être mal à l'aise. T'sais. C'est tout à ton honneur, parce que moi, si j'étais dans ta position avec le pouvoir que t'as, j'abuserais à toutes les semaines. N'importe quoi. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a une raison pourquoi toi, t'as une émission à TVA et moi, j'ai un podcast sur Internet. Non, mais tu sais... Puis je trouve ça... C'est vrai ce que tu dis. Je trouve qu'on a un pouvoir en tant que producteur. Je l'ai dit tantôt hors d'onde, ton émission pourrait être tellement différente avec le matériel que t'as. Ben oui, effectivement. Mais tu sais, moi, mon pouvoir, en fait, c'est
d'aborder des sujets différents, d'aborder des sujets qui vont peut-être créer une réaction chez le téléspectateur, puis que j'espère à la maison, ils vont en parler. J'espère va peut-être régler quelque chose qui n'est pas réglé en eux, ou en tout cas les aider à le régler. Mais c'est vrai qu'on a un pouvoir, puis il ne faut pas l'oublier, parce que le montage peut désavantager quelqu'un, comme le montage peut aider quelqu'un. Puis moi, j'essaie toujours que le montage aide les gens, puis de les présenter sous leur meilleur jour, parce que je pense que ultimement, c'est ça que j'ai envie de faire, qu'on voit la meilleure facette de ces humains-là. T'es pas méchant, c'est bon, ça. Non, pas méchant. je suis pas méchant. Non, mais sauf qu'en même temps, dis-moi pas de la bullshit, là, parce que si tu me dis de la bullshit... J'ai un invité cette année à La Vraie Nature que je chantais là, qu'il voulait pas y aller. Pendant le souper, là, j'y posais des questions, j'y posais. Je pense que des fois, là, j'y posais 3 fois de suite la même question. Puis dans mon oreillette, il me disait « Hey, arrête, là, reviens-en, comme change de sujet. » Mais j'étais comme, dans ma tête, je me disais « Ouais, mais il me répond rien. » C'est du vent, ce qu'il est en train de me dire. Fait que le lendemain matin, quand on a fait le petit déjeuner, qui est comme le bilan du week-end, j'ai dit « Mais pour vrai, t'as peur d'y aller? » J'ai senti vraiment sur les breaks, mais... L'invité était comme il était comme un peu saisi de se faire dire ça parce que je pense qu'on n'est pas habitué de se faire confronter Vraiment à ça, pas. le genre de tu me dis un peu de la bullshit là, puis je veux juste te dire que j'en étais conscient, évidemment dans le montage on ne verra pas ça parce que on a enlevé toutes ces affaires là, mais j'ai pas mis non plus le vent que cet invité là donnait parce que c'est juste je pense qu'il était pas rendu là dans sa vie à raconter certaines affaires. Ah, je comprends. Comment t'es tombé en amour avec la télévision? Ben, très tôt, là, à Claire Lamarche avec ma grand-mère, là, tu sais. Mais... Parce que c'est rare des gens qui rentrent en télévision sans connaître personne, sans népotisme, aussi rapidement. Comment tu t'es... C'est quoi, le moment entre je tombe en amour avec la télévision et je fais des efforts concrets pour m'y rendre? Mais tu sais, moi, je dois toujours être éternellement reconnaissant envers Stéphane Laporte puis Julie Snyder. Là. C'est les 2 personnes qui m'ont aidé à faire ma place en télé, qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont peut-être même fait plus... Jeune en plus, hein? Ben, très oui, parce que, tu sais, Stéphane, je pense que j'avais 20, 21 ans quand j'ai commencé à travailler avec lui, puis que je suis devenu comme assistant réalisateur avec lui. Puis après ça, j'ai rencontré Julie peut-être 2-3 ans plus tard, puis rapidement, c'est parti, puis ma carrière a décollé. Puis, tu sais, c'est plate à dire, là, mais tu sais, je pense pas que je suis l'animateur le plus en demande, tu sais. Puis ma carrière a été faite quand même des fois de qui c'est qui pourrait animer ça? Jean-Philippe, tu sais, puis... T'es le plan B. Ben, j'ai souvent été le plan B, là, tu sais. Je suis sûr que le gala artiste, là, avant de demander à Marie-Pierre et moi, je suis sûr qu'il avait appelé plein de monde à Montréal, puis que finalement, personne disait oui, puis finalement, ils nous ont demandé de le faire, nous autres ensemble, tu sais. Mais, donc, quand j'ai commencé, mon premier job comme animateur, c'était parce qu'on cherchait quelqu'un pour faire les auditions de Star Academy en direct sur le web. Puis je me souviens, là, on était dans une salle de conférence avec Stéphane Laporte, l'équipe de Star Academy. Puis on était comme, qui pourrait animer ça? Un tel, ouais, mais il fait ça. Un tel, ouais, il fait ça. Mais ouais. Puis là, Stéphane, il fait, ben pourquoi tu le fais pas? Tu sais? J'étais comme, ben, pourquoi je le fais pas? Parce que je suis pas animateur, tu sais. Puis il a dit, ouais, mais là, tu connais Star Academy, ça fait 3 saisons que tu fais avec nous sur Starac, tu connais le projet comme personne, let's go, anime, tu sais. Puis j'étais comme, ah ben oui, tu sais. Fait que j'ai commencé comme ça finalement, mais parce qu'il y a du monde comme ça qui a le culot de dire, hey, tu sais, pour vrai, t'es capable de le faire, là. Oui, t'as pas étudié pour être animateur, t'as pas fait de radio communautaire, mais c'est pas grave, là. Tu sais, selon moi, tout ce que ça prend pour être un animateur, puis c'est sur le web. Fait que si tu te plantes, tu te planteras. Puis ça va bien, tu sais. Puis ça a bien été. Puis TVA m'a proposé après ça de faire du salut bonjour, de faire, tu sais, plein d'affaires, puis tout est allé très vite, ouais. Comment tu t'es retrouvé avec Stéphane et Julie? Parce que c'est... Ben, Stéphane, en fait, c'est ça. C'est que j'étais archiviste sur Star Academy, donc... T'as commencé comme ça? Oui, vraiment. Wow! Fait que, tu sais, je retranscrivais en temps réel les conversations des candidats dans l'académie, tu sais. Donc, je faisais ça comme j'avais le chiffre du dernier arrivé, là. Fait que je commençais à 5h30 le matin, puis je finissais, mettons, à midi, tu sais. Fait que je retranscrivais. Je faisais ça là, pendant tout mon avant-midi en temps réel. Avais-tu des aspirations d'être devant la caméra ou juste travailler? J'en avais eu, moi, à l'époque. T'sais, quand j'étais plus jeune au secondaire, puis vers la fin de mon secondaire, j'avais essayé là, de faire, j'ai fait de la figuration, puis des affaires comme ça. Mais
personne me rappelait. Il n'y avait rien qui fonctionnait comme comédien ou comme animateur. Fait que, tu sais, j'avais un peu abdiqué par rapport à ça. Abdiqué à 19 ans. Ouais, j'ai pris ma retraite à 19 ans. Okay. Non, mais puis c'était parfait parce que j'avais pas les connaissances nécessaires. J'étais pas assez déniaisé. J'étais pogné. J'étais, tu sais... T'es un ado, t'es pas un homme. Non, mais puis, tu sais, j'ai quelque chose, moi, d'un peu... je me protège dans la vie, puis tu sais, à un moment donné, ça marchait pas non plus pour faire de l'animation parce que j'étais trop pogné dans moi, puis tout ça, tu sais. Fait qu'il fallait que je libère des choses, puis qu'après ça, je sois à l'aise, tu sais. Mais donc, c'est ça, fait que j'ai commencé à faire ça. Stéphane avait besoin d'un assistant réalisateur au contenu. Il m'a fait venir une fois. Il m'a genre testé en me posant des questions sur la journée à l'Académie, mais des affaires genre quelle était la couleur du chandail de Marc-André Fortin pendant la game de je sais pas quoi là, ballon dans neige à l'Académie, tu sais. Puis là je le savais, tu sais. Fait que là, j'ai vu dans ses yeux que OK, tu sais, lui il a compris là, puis il regarde les bonnes affaires ou pas. Puis après ça, donc j'ai commencé à travailler avec Stéphane. J'ai parlé de moi à Julie. Puis ce qui est vraiment ridicule, c'est... Puis tu sais, moi, ma carrière, c'est vraiment ça, là, c'est des hasards, des rencontres, d'être à la bonne place au bon moment. À un moment donné, donc, j'ai pas de job. Je travaille comme recherchiste à Salut Bonjour, en remplacement, genre pendant le temps des fêtes. Puis je marche dans un couloir, je tombe face à face avec Nelson Harvey, qui est un gars qui travaille en télé, qui est avec Julie Snyder. Puis donc, moi, je le connais, fait que là, on se salue. Puis là, il me dit, je sais pas si vous vous connaissez, il me présente à Julie. Puis là, j'ai dit, donc, c'est quoi ton nom? Fait que là, j'ai dit Jean-Philippe Dion. Elle dit, c'est toi, Jean-Philippe Dion. Fait que là, j'ai dit oui. Elle dit, ben oui, j'ai entendu parler de toi par Stéphane. Tu sais, il m'a dit que tu avais du talent, puis blablabla. Fait que j'ai peut-être quelque chose pour toi, tu sais. J'ai fait OK. Je suis revenu chez nous. Puis le téléphone sonnait. C'était une productrice qui me disait Julie, vu que tu partes à Las Vegas avec elle pour faire 1 mois de tournage pour un DVD avec Céline Dion. Wow! Mais j'ai refusé parce que je parlais pas assez bien anglais. Puis je voulais pas décevoir Julie Snyder, tu sais. Puis tu sais, on avait tous... Moi, j'avais entendu là, les rumeurs autour de Julie qui étaient exigeantes, puis bon, tout ça. Fait que finalement, je suis parti... c'est ça. Fait que j'ai dit non. Le téléphone a ressonné comme 8 heures plus tard. Puis là, la productrice a dit non. Julie, elle a dit, ben voyons pas, c'est ridicule que tu refuses ça. Qu'est-ce que ça te prend pour que tu dises oui? Ben, j'ai dit, ben ça prendrait quelqu'un qui parle bien anglais. Fait qu'elle a dit, ben parfait, trouve-toi quelqu'un qui parle anglais, puis vous allez partir 2 ensemble, puis vous allez travailler ensemble. Fait que tu sais, je suis parti finalement à Las Vegas avec Nadia, une fille, une autre recherchiste, puis on a fait le projet ensemble à 2. Puis là, c'est là que j'ai commencé à travailler avec Julie, puis petit à petit, je suis devenu... tu sais, Julie était très bonne pour nous nommer avec des titres, tu sais, genre, je suis devenu chef recherchiste alors que j'avais pas de recherchiste en dessous de moi puis que j'avais pas d'expérience comme recherchiste. Après ça, je suis devenu producteur au contenu de show où il y avait pas de recherchiste, mais j'étais producteur de je sais pas qui. Mais tu sais, sauf que ça montrait aux yeux des autres sur les plateaux, dans les productions, même à TVA, que j'étais quelqu'un qui pouvait avoir des responsabilités. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à voler de mes propres ailes. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire accès limité. Puis là, donc, je suis devenu vraiment animateur. Oui, que j'ai développé avec Julie. Ouais. Wow! Ouais. Est-ce que tu sens que, vu que tu n'as pas de place à la télé, il faut que tu t'en crées une toi-même? Parce que les humoristes, on se dit ça. Il n'y a rien pour moi, m'en crée une. Moi. Oui. Ben, tu sais, moi, le téléphone, je suis pas, tu sais, c'est super. Ouais, moi non ça plus. Peut être je suis ici, moi. Mais tu sais, ça peut être confrontant quand tu te compares à, mettons, Marie-Pierre Morin. Tu sais, oui. Marie-Pierre que j'adore, tu sais, cette fille-là, je pense qu'on est vraiment un très bon duo d'animateurs, animatrices, parce que on se complète sur plein d'affaires, puis tu sais, ça marche vraiment très, très bien. Juste physiquement, c'est cool de voir ensemble. Ben, puis c'est vraiment le fun. Puis, sauf que c'est très confrontant, parce que elle, le téléphone n'arrête pas de sonner, les demandes arrivent, tu sais, puis là, tu sais, puis en même temps, moi, j'ai pas à me plaindre, là, ça va bien. Je paye ma maison. Puis, non, ouais, c'est ça, mais puis il y a bien des animateurs qui aimeraient sûrement avoir le genre de contrat que j'ai, là, mais sauf que quand tu te compares à une Marie-Pierre, tu fais comme tabarouette. Hey, moi, je suis loser, là. Je suis dans une Lada, puis elle est dans une Lamborghini, là. La différence, c'est que toi, peut-être qu'elle t'a envie parce que tu peux créer ton propre emploi, tu peux créer des concepts dedans. Oui, mais ultimement, elle aussi, ce côté-là. Pour moi, c'est une vraie productrice dans l'âme, Marie-Pierre. Elle a des idées, elle a du guts, elle l'appelle, puis ça. Mais sauf que, c'est sûr que quand tu te compares à ce genre de personnalité-là, ben, tu trouves que toi, le téléphone sonne pas bien, mais en même temps, moi, je réalise que moi, j'ai fait ma place avec ma crédibilité. T'sais, j'ai fait ma place parce que j'étais un producteur qui est finalement devenu un animateur. Donc, après ça, on m'a offert des jobs de contenu parce que j'ai développé des projets. Parce que, tu sais, j'ai jamais dit, là, mais le premier gala artiste que j'ai animé avec Marie-Pierre,
au départ, on m'a appelé pour me proposer de le produire. T'sais. Puis j'ai dit non, parce que j'étais comme, c'est quoi mon intérêt d'aller produire le gala artiste alors que j'anime Accès Illimité, je produis Accès Illimité, je produis d'autres shows, j'ai un documentaire avec Alexandre Taillefer. Comme j'avais du stock en masse, là, j'avais pas besoin de ça. Fait que j'ai dit non. Puis ils m'ont rappelé en me disant, ben d'abord, veux-tu l'animer? Puis là, j'étais comme... Ben, tu sais, vous me dites ça parce que vous n'avez pas trouvé de producteur, puis là, vous savez pas, tu sais. J'ai vraiment dit ça à la patronne de l'époque, tu sais, puis elle m'a dit, ben voyons, tu sais, si à un moment donné, si on te le propose, on veut pas se planter, là, fait que c'est parce qu'on croit en Marie-Pierre et toi, puis on va vous mettre ensemble. Mais tu sais, ça a été la même chose pour Accès Illimité. Tu sais, Accès Illimité, c'était comme, ben, tu veux animer un show à TVA, parfait, ben, propose-nous un projet. Fait que j'ai proposé ça. Après ça, La Vraie Nature, c'est la même chose, tu sais. C'est moi qui est arrivé avec ce concept-là que d'autres personnes m'avaient parlé, puis j'ai proposé ça. Le livre de La Vraie Nature qu'on a sorti cette année, ben, c'est parce que j'ai eu une idée de lancer un livre, mais c'est personne qui me dit, hey, viens, tu sais, on va faire un livre avec toi, tu sais. C'est moi qui génère ces projets-là, ces idées-là, tu sais. Mais en même temps, je réalise que ça fonctionne bien pour moi, fait que j'ai pas à me plaindre, tu sais. Mais sauf C'est que, tout à ton honneur. Ouais, mais sauf que des fois, on aimerait ça être plus en demande, tu comprends? C'est mon rêve. Ouais. C'est qu'on me dise, veux-tu faire ça? Et dire non. Non, c'est ça. Non. Non. Raccrocher. Mais Ouais. non. Mais je trouve ça fascinant que tu dises non. Et c'est comme ça que tu as des... La plupart des choses dont tu es fier, au départ, on t'a offert quelque chose qui te plaisait pas, et tu dit non et tu t'es choisi. Ouais. Je trouve ça Ben, en fait, parce que moi, j'ai dit oui à n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas qu'il me plaisait pas, c'est que moi, j'ai toujours eu la peur de me planter dans la vie. Fait que cette peur-là a fait en sorte que j'ai pris des choix qui étaient souvent les bonnes décisions à prendre, parce que, tu sais, comme là, j'ai dit non, mais j'ai dit non, puis là, j'ai eu la fille qui parlait anglais, fait que ça a fait que je me suis pas planté, puis Julie m'a aimé, puis elle m'a donné d'autres contrats après, tu comprends, tu sais? J'ai toujours, je pense, réussi à mettre mes pions aux bonnes places. Puis surtout, j'ai finalement toujours réussi à sauter dans le train quand il passait. Tu sais, dans ma vie professionnelle en ce moment, il se passe plein d'affaires. Puis, tu sais, je suis dans cette réflexion-là de saute-tu dans le train ou pas, tu sais. Puis, je pense que je vais sauter parce que ça a été l'espèce de fil conducteur de ma carrière. Il se présentait quelque chose, finalement, let's go, vas-y, fonce, puis ça va bien se passer finalement. Yeah. Je crois que c'est ton concept étude de la danse, si je me souviens bien. C'est un concept d'attraction. Oui. Mais quand je suis arrivé comme producteur, c'était un show de danse avec 2 personnalités qui dansent. C'était le concept. Fait que, donc, j'ai pogné ça avec... puis là, on s'est entouré. Il y a eu Pierre-Louis Laberge qui est arrivé comme concepteur, avec Jean-Philippe Vautier, avec une recherchiste. Puis donc, on a travaillé ensemble pour vraiment développer ce concept-là puis arriver à ce qui est arrivé à la télé. Mais c'était un défi, puis tu sais, c'était drôle parce que je me sentais un peu comme la Denise Filiatro de Radio-Canada, là, parce que, ben, qui amenait à Radio-Canada, parce que, tu sais, il m'avait appelé parce que le producteur, donc Jean-François Bouliane, chez Attraction, il voulait que Jean-Philippe, il m'avait dit, j'ai 2 missions pour toi. Je veux que tu fasses un show de danse grand public, comme si t'étais à TVA, mais à Radio-Canada. Puis je veux que Jean-Philippe Vautier soit en nomination au Gala Artiste l'année prochaine. Mais tu sais, c'était pas une commande, sinon je te paye pas. Mais mais je veux que Jean-Philippe Vautier devienne un animateur populaire. Il faut que là, il ait son Ça a marché? Ben, ça a marché, mais tu sais... Yeah! Ouais, mais pour vrai, c'est pas à cause de moi, c'est à cause du talent de Jean-Philippe. C'est un tout. De l'aura qu'il y a, puis du charisme qu'il y a. Puis, sauf que, pour moi, ça a été extraordinaire parce que les dieux de la danse ont aussi fait en sorte que les gens dans le milieu m'ont vu vraiment comme un producteur aussi qui est capable... qui est pas juste dans les jupes de quelqu'un, mais qui est capable d'aller produire des shows ailleurs puis de monter. C'est important pour toi de faire quelque chose loin de Julie une fois pour montrer. OK. Oui, tout à fait. Oui. Puis c'était un peu ça aussi dans ma réflexion d'aller faire ça. C'était de même moi me montrer que j'étais capable de faire quelque chose en dehors de tout cet univers-là de TVA, de Julie, de tout ce monde-là, tu sais. Puis ça me fait du bien. Ça a fait en sorte qu'après ça, Benoît Clermont, qui est le président de Production Déferlante, m'a proposé d'être vice-président de Production Déferlante pour les productions. Tu sais, je pense que si je n'étais pas parti aller faire ça, j'aurais pas eu ce mandat-là non plus. Fait que, tu sais, j'ai sauté dans le bateau quand il est passé, puis j'ai relevé le défi de faire ça. Mais ça m'a aussi montré que, tu sais, il y avait quand même un côté de moi qui, dans la régie, là, qui parlait dans l'oreillette de Jean-Philippe pendant qu'il animait, qui me disait, tu sais, j'aurais le goût quand même d'être à sa place. T'sais. Fait que ça m'a aussi montré que j'avais le goût d'être un animateur puis que je pouvais pas être seulement qu'un producteur. Fait que, tu sais, faut que... Puis ça me fait du bien à moi aussi parce que j'ai compris que pour être heureux, il faut que j'aie mon show à moi, mon projet à moi dans lequel je vais être heureux comme animateur. Mais j'ai besoin quand même de travailler avec d'autres
comme producteur. Parce que ça vient chercher autre chose dans mon cerveau, puis j'en ai besoin de ça. Fait que cette expérience-là a été super formatrice pour moi parce qu'elle m'a fait comprendre bien des affaires. Wow! Est-ce que tu sens aussi félicitations, t'es le premier spectacle, au 21e siècle, t'es le premier show de danse qui marche puis qui amène... Crois-tu... Je recommence. Ouais. Crois-tu que le succès des Jeux de la danse, ça l'a permis le succès des révolutions? C'est-à-dire que des gens à TVA qui ont fait « Ah! La danse à la TV! OK, cool! » Ben, je pense que... Mais tu sais, il y avait quand même eu le match des étoiles à Radio-Canada avec Normand Brathwaite avant, tu sais, qui avait connu un très grand succès qui a duré plusieurs années. Puis, tu sais, on a tous un souvenir un peu drôle de ce show-là. Mais il y avait quand même ça qui avait vraiment bien fonctionné. Tu sais, les dieux de la danse n'avaient pas la prétention de renouveler la patente puis de réactualiser tant ou de lancer une nouvelle génération d'émissions de danse. Moi, pour connaître quelques danseurs, ils sont très heureux d'avoir ces émissions-là parce que ça fait que leur école de danse, il y a plus d'inscriptions. Exact, et ça fait que la danse existe. Ils sont très, très, très reconnaissants de ces émissions-là. Mais tu sais, je pense que Révolution a fait beaucoup plus pour l'industrie de la danse au Québec que ce que les dieux de la danse ont pu faire. Je des humoristes qui me comptent, qui pleurent en regardant ça, ça me fait beaucoup rire. Ben, je suis d'accord, c'est super touchant. Mais les dieux de la danse, ce que ça a fait, c'est que ça a quand même, je pense, redonné un genre de trend d'émissions de danse au Québec. Puis je pense que là, les gens, après ça, V a lancé Danser pour gagner. TVA travaillait aussi sur son show de danse. Puis je pense que Révolution est venu complètement changer la donne parce qu'ils ont réussi à trouver une facture nouvelle, à avoir quelque chose d'ultra moderne, à nous mettre aussi de la danse contemporaine à ère de grande écoute. Tu sais, c'est tout ça que ça a fait. C'est génial, c'est parce que ça nous prouve qu'à la télévision québécoise, ça fonctionne, ces émissions-là. Ça fonctionne, les émissions à risque. Oui, puis il faut prendre ce risque-là. Mais tu sais, ça, c'est aussi un concept qui a été développé pendant 3 ans. Tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'au Québec, à un moment donné, si on veut que notre variété fonctionne, il faut qu'on se donne le temps de faire les choses, qu'on se donne le temps d'essayer, de faire des pilotes. Pourquoi c'est aussi précipité, la télévision québécoise? Ben, parce qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que j'arrive pas à faire le lien entre il manque d'argent et... Ben parce que si tu as un budget, mettons que ton émission te coûte 1 million, mais que tu veux essayer, faire des tests, réfléchir, embaucher du monde, puis que ça coûte 300 000, ben tu le prends où, ce 300 000-là? Tu l'enlèves de ton 1 million. Donc, si tu l'enlèves de ton 1 million que te coûte ton émission, ben ça veut dire que tu vas produire finalement cette émission-là, soit que tu vas perdre de l'argent, ou que tu vas être obligé d'enlever des éléments dans ton décor, des éléments dans ton casting, d'enlever l'enrobage, puis de faire une émission plus cheap parce que tu vas avoir trop dépensé en développement, tu comprends? Tout à fait. C'est ça. C'est un simple calcul qui est plate. T'sais. Est-ce que tu veux un jour faire de la fiction? Parce que t'aimes les romans, t'aimes les spectacles, t'aimes les... non, je pense pas. Ben, je pourrais te dire oui, là. Oui. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça, mais je vois pas par quel bout prendre ça pour l'instant. Peut-être que si un jour j'ai ma boîte de production, que je m'associe avec quelqu'un qui aime la fiction, qui connaît ça, mais je me prétends pas un producteur de fiction. Là, en ce moment, j'ai le goût de faire de la série documentaire, du documentaire, peut-être à l'international aussi. J'ai le goût d'explorer ça, mais j'ai pas ces connaissances-là. Je pense que je ferais plus du spectacle, de l'art vivant avant de faire de la fiction. J'aimerais ça produire des shows, produire soit du théâtre, mais en même temps, produire du théâtre quand il y a 3 scènes et quart. Les théâtres le font déjà eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'un producteur en plus, mais en tout cas, j'aimerais ça peut-être monter des spectacles. J'aimerais ça, éventuellement. Tu penses quoi de Netflix? Toi qui comprends l'argent, tu penses quoi de Netflix? Je pense que c'est nécessaire. Je pense que ça a fait en sorte que ça a bouleversé notre industrie. Puis je pense que c'était nécessaire que ça le fasse, parce qu'on en avait besoin de se dépoussiérer à un moment donné aussi, puis de trouver des nouvelles façons de faire, puis des nouveaux moyens de diffusion et tout ça. Mais je pense... Puis, ça nous a donné aussi une lunette ça nous a ouvert une fenêtre sur des nouveaux genres, sur des nouvelles façons de faire. Je pense que notre télé s'est actualisée aussi au Québec à cause de cette proximité-là, puis cette accessibilité-là avec d'autres façons de faire. Mais je pense juste qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'écrire des articles puis d'en parler tout le temps puis que ce soit sur toutes les lèvres parce que notre culture va complètement mourir puis disparaître. Je pense qu'à un moment donné, ça va être inévitable que si on continue à mettre Netflix autant de l'avant, on n'est pas capable de compétitionner Netflix Netflix au Québec. S'intéresse pas à nous. J'ai un ami qui travaille il y a 2 Netflix. Il y a Netflix San Francisco qui s'occupe de la
la patente là, de Netflix et Netflix Los Angeles. Lui, il travaille à San Francisco. Puis il m'explique, nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'abonnés. Alors, au Québec, on n'a pas à investir. On vous a déjà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire des émissions en Inde, au Pakistan. Mais puis, tu sais, ce qu'ils investissent ici au Québec, c'est familique. Là. C'est complètement ridicule. Puis, tu sais, on n'a pas de propriété intellectuelle sur ce qu'on produit pour eux. Fait que, tu sais, oui, ils injectent de l'argent ici, mais cet argent-là ne reste pas, s'en va. Les droits s'en vont, tu sais. Fait qu'ils partent avec la création, puis les droits leur appartiennent. Fait que, tu sais, en quoi c'est utile, alors que, tu sais, bon, Bell a lancé Crave cette semaine en français, Québécois a Illico, Radio-Canada, Tout.tv. Que penses-tu qu'il faut payer pour Tout.tv? C'est un truc que je trouve curieux, moi, payer pour un service public. Ben, tu sais, moi aussi, ultimement, je comprends l'argumentaire de Québécois qui dit, tu sais, qu'un service public charge, tu sais, donc on paye... Bien les artistes ont ce discours-là aussi. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends que cette logique-là n'est pas là, mais en même temps que je comprends que si la télé publique est sous-financée puis qu'elle a besoin d'argent pour faire des productions de contenu puis qui sont à grand déploiement puis qui sont bien faites, qui ont besoin de plus d'argent. Fait que je comprends ça. Mais, tu sais, je suis ambivalent par rapport à ça. Je comprends. Est-ce que tu pitcherais un projet à Netflix? Est-ce qu'à un moment donné, tu ferais... Ben, tu sais, oui, je le pitcherais, mais on dirait que je suis tout le temps un peu sur le break. Mais, tu sais, je me dis à un moment donné, ça peut ça être existe. bon. Oui, c'est ça, ça existe. Puis, mais, tu sais, je trouve... Je me dis, à part avoir la fierté de dire que mon projet est sur Netflix, puis que c'est bon parce que je peux me gargariser avec ça, moi, le matin, là, puis me dire, hey, je suis sur Netflix, en quoi c'est mieux d'être sur Netflix que sur Illico, que sur Crave, que sur Tout.tv. T'sais. Je comprends qu'il y a plus de monde qui le voit, mais oui, ça je le comprends. Puis c'est le fun de faire rayonner ton œuvre à l'international. Puis ça je le comprends, mais en même temps, je me dis, souvent, les gens que j'ai entendus, là, que, mettons, leur émission a été achetée pour Netflix, ça, c'est pas des gros montants. Là. C'est pas avec ça qu'ils vont s'acheter une nouvelle voiture à la fin de l'année. Là. Fait que, tu sais, je me dis, qu'est-ce que ça donne à part notre fierté personnelle, puis on encourage ce monstre-là. Mais tu sais, en même temps, je suis tout à fait conscient que moi, le seul que je connais Netflix qui est heureux de Netflix, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de Netflix, mais c'est Adib, parce qu'Adib, lui, son objectif, c'est de rayonner dans la francophonie. Oui. C'est plus facile d'aller faire des spectacles en Afrique, en France. C'est l'objectif de... C'est ça. Mais tu sais, puis même moi, tu sais, je le vois plus comme un producteur, mais comme un producteur, c'est sûr que ton but, c'est que après ça, s'il y a une boîte, je sais pas, là, au Pakistan qui trouve que c'est hot ce que tu fais, puis ils ont le goût de s'associer avec toi pour développer autre chose. Tout ça, c'est le fun. Là. C'est des avenues, de nouvelles avenues qui sont extraordinaires. Fait que, tu sais, mais pour vrai, je me questionne beaucoup par rapport à tout ça. T'sais. Je veux pas, en même temps, faut pas être défaitiste, faut pas non plus arrêter le progrès. Je m'entends parler puis je me dis, mon Dieu, j'ai l'air de ma mère qui dit que Facebook a changé les façons de parler. On oublie que Facebook a changé, a un impact très négatif sur les démocraties occidentales. Alors, on peut se permettre d'avoir peur de ces compagnies-là. C'est ça. Mais en même temps, je me dis, c'est là... on peut se permettre d'avoir peur de toutes les compagnies à Silicon Valley. C'est la moindre des choses. Mais ce que je trouve fou, c'est ça, c'est que, tu sais, d'un côté, on dit que nos réseaux n'ont pas assez d'argent. D'un côté, on n'arrête pas de dire que la télé québécoise est en train de mourir, que, tu sais, mais on encourage Netflix. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est la même chose que on trouve que nos artistes en musique, ils font pitié parce que, tu sais, c'est tough, ils font pas d'argent, ils vendent pas d'albums, mais on est tous abonnés à Spotify, puis à Apple Music, puis on n'achète pas d'albums. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve qu'on est comme un peu con, tu sais. Je trouve que quelque part, on est niaiseux, tu sais. On n'arrête pas de chialer, mais on fait rien, tu sais. On dirait qu'on n'est pas capable de changer nos habitudes. La planète va mourir, mais oui, là, je prends des petits sacs réutilisables pour mettre mes carottes dedans, mais tu sais, c'est pas ça qui va faire la grosse différence qu'on a de besoin en ce moment, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout ça que je trouve qu'on est un peu niaiseux en tant que société, puis je m'inclus là-dedans. Oui, bien sûr, t'es pas en train de nous juger, moi, je suis à la même place, moi aussi j'ai Netflix, moi aussi j'ai Spotify. Ça fait 3 semaines que je me dis, faut que j'aille m'acheter une tasse à café réutilisable. Puis là, tu sais, tantôt, tu m'as payé un café. Puis là, j'étais comme, hey, là, j'ai pas ma tasse à café réutilisable, mais j'ai le goût d'en boire un café. Fait que je l'ai pris, mon café. Tu sais. Oui. Mais c'est ça. Ouais, je vais boire. Ouais. Buvons. Comment t'as su le moment. As-tu un moment où t'as su que t'étais homosexuel? Ben, au moment où j'ai couché avec un gars la première fois, je te dirais que j'ai pas mal eu la confirmation, mais
Moi, c'est l'inverse. La première fois que j'ai couché avec un gars, j'ai fait, ouais, je suis hétéro. Ouais, c'est ça. Non, manque de ça. sein. Ouais. Ben, peut-être qu'il y a ça aussi. Là, la dernière fois que j'ai couché avec une fille, j'ai peut-être compris que j'étais gay. Mais je pense que ça s'est un peu développé au secondaire en voyant des attirances. Je pense que c'est arrivé aussi, à l'époque, c'était avec des espèces de chats sur Internet, là, bien avant les applications et tout ça. Fait que ça a commencé un peu là avec l'espèce d'interdit, le mystère et tout ça. C'est excitant? Puis oui, c'est ça. Mais est-ce que j'étais gay ou c'était plus l'interdit qui était excitant, qui était stimulant, tu sais. Mais après ça, à un moment donné, quand j'ai commencé à rencontrer des gars, ben, j'ai bien compris que j'étais gay. Puis après ça, j'ai jamais eu de doute. Là, pour moi, ça a été très, très clair. Puis ça n'a pas été... En fait, ça a fait en sorte que mon secondaire a été la pire période de ma vie, là, parce que je n'étais pas bien dans mon corps, je me posais des questions, je comprenais pas trop ce qui se passait. Fait que, je me faisais écœurer. Des fois, c'est difficile, j'imagine, parce que les autres le savent avant toi que tu es homosexuel. Ouais, mais comme mettons au primaire, j'étais pas homosexuel au primaire, tu comprends? Parce que je l'étais. Mais t'as pas de libido, c'est ça. On oublie mais sauf que je me faisais traiter de gay. Ben, moi, dans ma tête, j'étais comme, traite de gay, mais je suis pas gay. Là, j'avais des blondes, puis oui, ultimement, je devais être gay à l'intérieur de moi. Je pense pas que je le suis devenu, là, mais sauf que... C'est ça. Fait que oui, les autres le savent avant toi, mais en même temps, ce qui fait mal, en fait, c'est plus de se faire tout le temps rabaisser. C'est les cours d'éducation physique où tu es dans le vestiaire puis tu veux mourir parce que t'es pas à l'aise dans ton corps. Les gars changent, sont bien plus virils que toi. C'est tout ça que tu te fais écœurer. Puis là, t'es démuni en bobette, t'es en train de te changer. C'est tout ça, là, pour moi, là, c'est comme je ne retournerai jamais là dans ma vie. Là, mais une fois que cette étape-là a été passée, pour moi, l'homosexualité n'a pas été un grand enjeu de vie. Là, ouais. Et tu tombes en amour au secondaire? Non. Non, pas du tout. Puis aussi, c'est une question de Montréalais. Ouais. C'est-tu plus difficile à être homosexuel d'où tu venais ou t'as juste... Oui. Ben, je pense que... moi, j'avais hâte de partir à Montréal. Là. Tout ce que je pouvais faire pour sacrer mon camp puis partir à Montréal, je l'ai fait. J'avais mon char. J'ai la journée que je pouvais avoir mon permis de conduire. J'ai eu mon permis de conduire. Je pense que le lendemain, j'ai eu une voiture. Tout s'organisait. Je savais que je m'en allais au cégep à Montréal. À un moment donné, j'hésitais. Je pourrais aller faire comme un science humaine à Granby. Puis j'ai comme non. Ah ouais, à Montréal. Puis je suis allé au cégep du Vieux-Montréal, qui était vraiment downtown Montréal, pas loin du village. Extrêmement ouvert. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'était clair pour moi que je m'en allais à Montréal, puis ma vie était pour être là. Puis ça n'a pas pris de temps une fois à Montréal que là, j'ai commencé à fréquenter des gars puis à avoir des chums. Comment tu fais? Moi, ça m'intéresse cette partie-là, parce que j'ai compris ça, la plupart... C'est un truc qu'on sait pas des homosexuels. Ils sont très bons en informatique parce que très tôt, ils doivent communiquer. Ben, c'est pas tant très bon en informatique que le doigté. En fait... mais c'est vrai. Non, mais pas le doigté. Non, c'est un coup de double sens. Oui. C'est ça, mais le doigté du traitement de texte, là. Parce que moi, souvent, les gens me disent « Mon Dieu, tu tapes bien vite. » Mais c'est toutes mes années de chat, là. C'est vraiment ça, tu sais. Puis souvent, je le dis pas. Je suis comme « Ben oui, je suis bon, tu sais. » Mais sauf que c'est vrai parce que toutes ces années de chat-là ont fait en sorte que tu deviens, tu sais, vraiment rapide dans l'écriture. C'est très drôle que tu dises ça, parce que j'ai souvent cette remarque-là. Ouais. Moi, je crois que c'est une des raisons pourquoi bien les gays sont bons sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux depuis l'âge de 11-12 ans. Ouais, c'est comme ça qu'ils peuvent rencontrer d'autres hommes. C'était quoi tes applications? Vrai. Comment tu parlais à d'autres gars? C'était MIRC. Let's go! Ouais, c'est ça. C'était ça, qui était comme les chats. Ouais, ben c'était que ça. En fait, puis il y avait comme des... Mais je me rappelle même pas, c'était des channels où je sais pas trop, puis là, on pouvait converser entre nous là-dessus, tu sais. Moi, j'ai un ami plus vieux, il s'envoyait des fax. Il s'envoyait des fax tout nus. Il s'envoyait des... c'est joli, il était content. Oh mon Dieu, sur le petit papier, là, comme glacé du fax, là, à rouleau, là. Ouais. Et non, moi ça, honnêtement, j'ai jamais connu ça. Il est plus vieux, c'est pour ça. Comment t'es ta première relation amoureuse? Comment tu l'as rencontré? Mon premier chum, c'était à Montréal, mais c'était vraiment tordu parce que... Let's go! C'est même les meilleures histoires! Parce que moi, je suis arrivé à Montréal, j'étais en chambre chez une madame
complètement folle, OK, qui était une enseignante. Elle louait une chambre dans son appartement, dans son 4,5, dans Nouveau-Rosemont. Puis là, ma mère était venue avec moi pour qu'on magasine. Puis là, elle était comme, hey, tu vas être bien ici, c'était un appartement propre. La madame, c'est une prof, elle est bien gentille, puis tout va bien aller. La madame, c'était une hostie de folle. Un Montréalais t'aurait dit, le Nouveau-Rosemont, il n'y a rien de plus laid et vieux. Mais j'ai déménagé en autopatrouille parce que la police m'a sorti de cet appartement-là. Parce que la madame était complètement folle, OK? Je veux tout savoir. Elle calculait le nombre de carrés de papier essuie-tout ou de papier de toilette que je prenais dans une semaine. Elle fouillait dans les poubelles pour voir combien d'essuie-tout, puis elle déballait, mettons, pour voir combien il y avait de carreaux. Elle volait mon assouplisseur parce qu'elle voulait pas qu'on utilise notre savon à linge puis l'assouplisseur. Elle voulait pas qu'on mette ça en commun. Fait que, tu sais, moi, j'avais mes bidons là, du Costco comme dans mon garde-robe. Mais elle venait voler mes trucs dans ma chambre. Elle exigeait que je lave à l'eau de Javel la laveuse après avoir lavé mes vêtements. Tu sais, j'étais pas si sale. Ah non? Elle exigeait ça. Elle était complètement folle. Puis tu sais, moi, j'étais comme le bon garçon de bonne famille. Puis j'avais une voiture. Fait que là, elle, c'était une vieille madame qui avait de la misère à marcher, puis tout ça. Fait que je l'accompagnais pour aller faire son épicerie. Tu sais, je l'amenais chez Métro, elle faisait son épicerie, je ramenais ses paquets, je l'aidais à défaire. Tu sais, j'étais comme le bon garçon. Le bon gars de région, gentil. Puis tu sais, j'étais comme à mon affaire, puis tout ça. Mais elle était complètement folle. Elle faisait venir, elle avait des amants européens qui venaient. Là, le samedi, mettons, ça sonnait à la porte, puis j'étais comme, ah, je vais aller répondre. Non, réponds pas. J'étais comme, comment ça, réponds pas? Ah non, c'est un Belge qui vient pour me voir. OK. Il m'a dit, il est arrivé 10 minutes trop tôt, tant pis pour lui, je ne réponds pas. Là, j'étais là, oui, mais, tu sais, madame, il peut pas rester là, c'est l'hiver. Ben non, il avait juste à pas arriver à cette heure-là. Fait qu'elle répondait pas. Il sonnait ding-dong, ding-dong, ding-dong. On répondait pas, tu sais. Mais c'était complètement fou. Est-ce que tu l'entendais faire l'amour? Non, jamais. Je pense que, je sais même pas si elle avait une sexualité vraiment. Elle avait des amants qu'elle refusait à sa porte. Oui, mais c'était des histoires tordues. Mais tu sais, c'était une madame, là, vraiment, là, que sa voix, là, ça a l'air d'une bonne madame, d'une bonne enseignante, tu sais, une madame un peu âgée. Tu peux pas concevoir ce qui se passe dans sa tête. Puis là, à un moment donné, elle a décidé que là, parce que là, la relation s'envenimait, parce que là, elle me demandait, genre, mettons, je sais pas, là, la relation de la dame qui voulait pas que tu utilises du papier de toilette sans venimeux, je comprends pas. C'est ça. Fait que finalement, à un moment donné, elle a décidé un soir que là, il fallait que je parte. T'sais. Puis là, j'ai dit, ben non, je pars pas. Je suis en fin de session au cégep. J'ai des examens. Il faut que je me concentre là-dessus. En passant, t'es la seule personne de l'histoire du Vieux-Montréal qui disait, je suis en fin de session. C'est jamais arrivé dans l'histoire du lieu. Effectivement. Fait que là, elle m'a dit, non, tu pars. Puis là, j'étais comme, non, je pars pas. Puis là, je suis parti comme j'ai fait chauffer mon restant de spaghetti que ma mère m'avait envoyé du dimanche soir. Puis là, je suis allé dans ma chambre, je mangeais mon spaghetti. Puis je l'ai entendu composer le 911, appeler la police, puis dire « Oui, bonjour, je suis en train de me faire agresser, s'il vous plaît, venez tout de suite à telle adresse, tu sais. » Fait que là, 2 voitures, 2 autopatrouilles arrivent dans la rue, bloquent le boulevard. En avant, genre l'Angely, une petite rue de même. Là, 2 autopatrouilles bloquent en avant. Tac. Fait que là, elle va ouvrir. Oui, t'es en train de. Tu sais, fait que là, moi, je suis comme, voyons. Fait que là, moi, je suis au téléphone avec mes parents. Puis là, je dis, hey, pa, qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme. Il dit, ben là, pour vrai, votant, là, tu sais. Puis, tu sais, je dis, ouais, mais on a payé pour l'année, là. Il dit, hey, on s'en fout, là, votant, tu sais. On prendra un avocat s'il faut, tu sais. Votant, là, tu sais. Fait que là, moi, je sais pas quoi faire. Là, fait que là, elle est comme, il est là! Fait que là, mais c'est comme une scène de film. Fait que là, la police ouvre la porte. Là, moi, je suis assis en indien avec mon assiette de spaghettis, tu sais, puis j'écoute Virginie, tu sais. Fait que là, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Là, je dis, hey, pour vrai, je sais pas ce qui se passe, là. C'est comme, j'ai aucune idée. Puis là, elle crie, là, comme, il essayait de me tuer, tu sais. Fait que là, eux autres sont comme, ben voyons donc. Fait que là, il la pogne, il la rassoit dans le divan, tu sais, puisqu'ils sont comme, là, madame, là, calmez-vous, tu sais. Fait que là, la policière, elle vient dans ma chambre, elle s'assoit avec moi, puis là, j'y explique. La fait garde, tu sais, elle dit, c'est la 2e ou 3e fois là, qu'on est appelé ici pour ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, sort, tu sais. Là, je dis, ouais, mais tu sais, j'ai le cégep, machin, je sais pas où aller, tu sais, j'ai pas de famille à Montréal, tu sais. Fait que là, ils sont comme, non, tu sais, pour vrai, tu ne restes pas ici, tu t'en vas. Fait que là, je suis comme, OK, mais c'est parce que, tu sais, ma chambre est pleine, là. J'ai mon VHS, ma télé, mes bidons de nettoyant, d'eau de Javel. Attaché aux trucs les plus insignifiants. Non, mais mon VHS, monsieur l'agent! Non, mais j'ai mes affaires. J'ai mon rack à épices, tu sais, comme à 12 épices. Tu sais, j'ai comme toutes mes affaires, là, tu sais. Fait que là, ils sont comme, non, tu déménages J'ai jamais maintenant. entendu quelqu'un dire, je peux pas sortir, j'ai mon rack à épices. Mais le pire, c'est que là, attends,
le rack à épices, c'est important dans l'histoire. Génial. Fait que là, je déménage en autopatrouille. Fait que là, on vide ma chambre, on prend mon linge, mes affaires, mes bobettes dans des sacs à vidange, on rentre ça dans les autopatrouilles. Ma sœur, à l'époque, travaille dans une prison parce qu'elle est agente correctionnelle. Tu sais. Ou screw, comme on Oui. dit dans le milieu. Exact. Fait que là, ils me disent, tu sais, fait que là, je dis, la plus proche de ma famille, c'est ma sœur qui est en banlieue de Montréal. Fait que, tu sais, il faut que je déménage chez elle, tu sais. Fait qu'il me dit, sauf que j'ai pas ses clés, puis elle travaille dans la prison, tu sais. Fait que là, il me dit, ben, on va t'escorter à la prison. Oh, wow. Fait que je suis parti avec ma Sunfire, escorté par 2 chars de police, avec ma Sunfire comme avec, tu sais, les plantes que ma mère m'avait données, mon bidon de savon à linge, tu sais, mon auto pleine, escorté par 2 autopatrouilles jusqu'à la prison où ma soeur travaillait. Là, je suis arrivé à la réception de la prison. Oui, bonjour, je viens voir le nom de ma soeur. Et là, fait que là, ils disent oui, OK, tout est beau. Fait que là, ma soeur arrive, elle fait qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Tu sais, ils m'ont dit qu'il y a des policiers avec toi, tu sais. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Là, je dis, moi, regarde, si je ça t'expliquerai. arrive, mes amis C'est font, normal. je sais pas ce que t'as fait, mais je m'implique pas. Mais C'est toi, ça, ouais. Fait que là, elle m'a dit, garde, tiens, prends mes clés, là, puis va-t'en à la maison, puis ce soir, on jasera. Tu sais, fait que finalement, je Parce suis qu'elle veut tout reparti savoir. avec mes amants. Ouais, c'est ça. Mais finalement, j'avais oublié mon rack à épices, mes 12 épices, tu sais, séchées, là, basilic, tout ça. J'avais oublié. Fait que là, le lendemain, j'ai été obligé d'aller au poste de police, aller chercher mon rack à épices. Parce qu'elle voulait pas me le donner. Fait qu'elle est allée me porter genre au poste de police. Fait que je me souviens, j'étais allé au poste de police chercher, puis là, je marchais dans la neige avec mon rack à 12 épices pour revenir chez nous. Fait que c'est ça. Donc, finalement, ça, c'était la fin de ma première session d'université, un peu traumatisée. La madame est revenue dans mon cégep remettre des annonces pour trouver un nouveau chambreur, tu sais, le genre de crackpot. Je suis allé en cours, j'ai gagné, bon, tout ça. Là, finalement, en janvier, je décide que là, je vais avoir un appartement, mais j'ai pas les moyens de payer un appartement tout seul. Donc, mon ex-copine décide que j'avais à Grimby, qui était la dernière blonde avec qui j'avais couché. Elle décide qu'elle veut venir à Montréal parce qu'elle veut me reconquérir. Fait qu'elle veut... Yo, let's go! Tu fais bien l'amour à des femmes! Let's go! Good job! Fait que là, elle décide qu'elle veut qu'on se retrouve puis qu'on vienne ensemble au... donc, qu'on habite Elle ensemble. veut conquérir le... Génial. Ouais. Fait que là, donc, on se trouve un petit appartement, on peinture ça ensemble, on se fait notre petit nid d'amour, mais tu sais, nos 2 chambres, pis ça. Mais moi, dans ma tête, c'est clair qu'il y a plus rien qui se passe en bas Aussi, du la nombril. là. dernière fois que tu as vécu avec une femme, c'est terrible. Tu vas pas C'est vivre terrible, ça, c'est ça. Fait que je recommencerai pas avec une autre femme. Mais là, donc, on habite ensemble et tout ça. Mais là, une fois qu'on est emménagé, j'y annonce que je suis gay. Fait que là, la pauvre fille est comme, oh mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque, tu sais? Je suis déménagé à Montréal avec le gars avec qui je pensais revenir en couple, mais il est gay. Puis là, j'y annonce une semaine après, puis j'ai un chum, tu sais? Fait que là, elle est comme, OK. Fait que là, j'ai dit, tu sais, il va venir ici, là, des fois, tu sais. Fait que je me souviens que, genre, mettons, le lundi d'après, on regardait encore Virginie. On avait une causeuse, tu sais, une petite causeuse Ikea. On était assis, genre, elle, moi, puis lui. Puis là, on regardait la télé. Puis j'étais comme, mais dans quel monde je vis, tu sais? Elle, l'air bête, complètement comme dans quel monde je suis. Lui, qui était pas sûr de comprendre ce qui se passait. Mais donc, ça a été l'arrivée de mon premier chum dans ma vie. Ah, c'est extraordinaire, ton chum. Faut gérer ton ex qui décroche pas de toi. C'est ça, exactement. C'est le meilleur triangle amoureux. Voilà, C'est le- voilà. Fait que ça, c'est ma première année à Montréal. Wow! T'es resté! C'est hot. Je suis resté. Je peux comprendre pourquoi tu t'es défoncé en travail. Parce que J'avais besoin de voir d'autres choses. Wow! Ouais, exact. Et maintenant, ta relation amoureuse, comment t'as rencontré ton chum? Comment t'es tombé en amour? Je l'ai rencontré dans un théâtre d'été parce que... J'aime que t'es plein... Depuis qu'on... T'es très gay. Tu te chicanes pour un truc à épices. Tu rencontres un gars au théâtre. C'est très vrai, par exemple. Le drapeau, ça va être toi, je pense. Oui, ça va être... c'est ça, exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, c'est que je travaillais dans un théâtre d'été à la billetterie, à Granby, l'été. Let's go. C'était mon emploi étudiant. Et donc, évidemment, il y avait des comédiens qui jouaient et donc des amis qui étaient comédiens qui venaient voir leurs amis comédiens. Tu sais. Fait que donc, lui était un des amis des comédiens qui étaient là. Et puis, c'est ça. Fait qu'il venait comme il venait voir. Fait que là, je l'ai vu un premier été. Puis le deuxième été, il est revenu voir ses amis. Puis là, il y avait une extinction de voix. Fait qu'il parlait super rauque. Et moi, je trouvais ça tellement sexy, tu sais, parce que j'étais comme Chris,
il a une voix rauque. Puis, tu sais, c'était genre Mario Saint-Amand, là. Tu sais, le comédien. Bien sûr. Mais ce genre de voix rauque-là, tu sais. Fait que j'étais bien impressionné. Puis ce qui m'a impressionné encore plus, qui a fait que ça a vraiment scoré, c'est qu'il était capable de faire dans un cadre de porte Superman. Je sais pas si, tu sais, oui. que tu te mets dans un cadre de porte, tu mets tes jambes comme ça, puis tu me mets comme ça. Oui. Il faisait ça, puis ça faisait rire tout le monde. Puis moi, je trouvais ça vraiment très drôle. Ça me faisait vraiment beaucoup rire. Il m'a eu comme ça. Je trouve ça génial parce que des gens qui disent comment je peux plaire. Je vais aller au gym, C'est ça, je vais lire, je vais être bien, je vais bien m'exprimer. Puis lui, il y a une voix qui croche, il fait ça. Superman et t'es tombé en amour. Exactement, c'est ça, exact. Mais Okay. il est 10h05, ouais. Mais sauf que là, donc, lui, il m'a séduit après ça parce que, mais tu sais, c'était un comédien, un genre vraiment théâtreux, là, tu sais, qui... Tu sais, mais moi, le monde des arts, j'aime ça, puis ça, fait que, tu sais, tout ce monde-là, j'aimais ça. Mais, tu sais, on s'entend, là. Moi, je suis allé chercher mon rack à épices dans un poste de police, tu sais. Mais lui, j'arrive chez eux, il vit dans le Myland, tu sais, avant que le Myland soit si hot aussi, là, parce que ça fait comme presque 17 ans qu'on est ensemble, tu sais. Fait que donc, il habite en colocation dans le Myland, puis tout ça. Il n'y a pas une scène, il fume des cigarettes, tu sais, fait que là... C'est un poète. C'est un poète. Puis là, genre, le premier matin, bon, on se relève d'une nuit d'amour, fait que là, il dit « Ah, tu sais, veux-tu un café? » Ouais, parfait. Il fait réchauffer son restant de café filtre dans son silex, il met ça dans une tasse, puis il met ça dans le micro-ondes. Là, moi, je suis comme, ben voyons donc. Il fait réchauffer son vieux café de la veille. Moi, J'ai fait subir des choses à des filles, là, en one night. Jamais ça. Ça me bat. Jamais. Mais moi, là, j'étais comme, ben voyons donc, le gars, ça se peut pas, tu sais. Mais j'étais vraiment constipé, là. Tu sais, comme, je venais d'un espèce de modèle de vie. Je sais pas dans quel monde je vivais, là, mais, tu sais, fait que, bref, tout ça pour dire qu'on dirait que toutes ces années-là de vie m'ont fait. Puis tu sais, moi, c'est pendant ces années-là là, que j'espérais être animateur. Tu sais, mettons qu'on boucle la boucle. Pendant ces années-là, j'espérais, moi, être animateur, mais j'étais bien trop coincé puis constipé pour être capable d'être en ouverture sur des histoires de vie différentes puis avoir une ouverture face au monde, tu sais. Fait que donc, toutes ces histoires de vie-là, donc cette rencontre-là avec mon chum qui était le théâtreux puis que finalement, on a... fait du café dégoûtant. Puis moi, j'avais pas plus d'argent. Là, je travaillais comme dans une billetterie de théâtre d'été puis chez Ultramar. Là. C'était ça ma vie là, à cette époque-là. Je travaillais pas en télé, pantoute. Puis, tu sais. Fait que donc, on a appris à se connaître comme ça. Puis en 17 ans, ben, nos vies ont complètement changé, se sont transformées. Puis voilà, c'était la belle histoire de Jean-Philippe Dion. Wow! Ouais. C'est une superbe histoire. Pour finir, je veux te remercier de faire la télévision, de la bonne télévision. T'es bien fin. T'es la preuve et... T'es la preuve pour faire de la télévision intelligente et aussi, vu que tes émissions sont populaires, sont pas juste bonnes, ça encourage les diffuseurs, puis ça encourage les producteurs à encourager à faire puis à mettre de l'argent dans des bons projets dans lesquels moi je me reconnais et d'autres artistes très 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 pertinents se reconnaissent. Fait que merci. Ben, je suis merci très heureux que tu crées une alternative. Ben, t'es super gentil puis merci de l'invitation. Plaisir. Pour ce premier podcast, ça fut fort agréable. Yeah! Merci beaucoup. Merci.